journée, c'est anorexie, boulimie et mal-être, sur le terme de mal-être, elles peuvent ressentir peut-être cette idée de mal-être sans pouvoir le définir. Moi, je fais souvent une image un peu d'une amphore, un peu ébréchée, qui, au bout d'un moment, est compensée par le milieu familial, par l'amour familial, tient le coup, et qu'au moment, justement, de l'adolescence, où arrive plus de sollicitations, comme l'amphore qu'on met tout d'un coup dehors, qui supporte le gel, qui supporte le chaud, le froid, la brèche s'élargit, et puis la compensation n'est plus suffisante, même si le milieu reste le même. Il y a cette dimension de fragilité qui appartient à la personne et qui est présente chez ces patientes, aussi bien les anorexiques que les boulimiques, et qui va entraîner justement cette fragilité et cette compensation est trouvée par les autres, par l'extérieur, et ça entraîne la notion justement de dépendance à l'autre. Cette dépendance devient insupportable quand même dans l'idée de suivre le mouvement, hein, et là on revient à une dimension culturelle. C'est vrai qu'arrivé à la fin de l'adolescence, ou au moment où on doit un petit peu se séparer, s'éloigner, des fois, c'est pour ça qu'il y a des patientes qui développent des troubles alimentaires après une réussite à un examen, notamment le baccalauréat, parce que la perspective, c'est des fois la changer de ville, c'est de quitter le domicile familial. C'est là que tout se pose problème, même si ce n'est pas quelque chose de malheureux. Hein, donc on peut retrouver le facteur déclenchant, qui serait justement cette réussite, un examen qui est quelque chose d'un événement heureux, et pour autant, c'est là qu'à ce moment-là, tout s'emballe. L'idée, c'est qu'elles ressentent une espèce de vide émotionnel, identitaire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment où l'identité doit se créer, elles doivent arriver à sentir qui elles sont, devenir ça, la fin de l'adolescence et devenir adulte, c'est aussi savoir qui on est. Et là, il y a un gros problème, il y a quelque chose qui ne s'établit pas. C'est là qu'apparaît le trouble. Alors le trouble, finalement, quand il apparaît, ce trouble, eh bien, tout le monde s'inquiète, tout le monde s'affole dans tout l'entourage. Or, c'est à ce moment-là que ces jeunes filles, paradoxalement, après une période peut-être de flottement et de moins bien, de ce qu'elles peuvent considérer comme un mal-être, eh bien, vont se sentir globalement mieux à l'apparition du trouble. Et c'est à ce moment-là, il y a beaucoup de paradoxes quand on parle de l'anorexie et la boulimie, parce que c'est au moment où se déclenche le trouble, où apparaissent les troubles alimentaires à proprement parler, ceux dont je viens de décrire, la clinique, que, effectivement, là, on intervient, on demande s'il faut aller aux soins, etc. Mais elles n'ont pas cette demande-là à ce moment-là, parce que finalement, elles ont un mieux-être. Donc c'est comme si le trouble, il apparaissait pour compenser ce vide. Et donc, face à une situation stressante et par rapport à leur fragilité et leur dépendance, elles vont trouver le trouble alimentaire comme réponse. Ça, c'est important aussi à avoir comme notion par rapport à la façon dont on s'adresse à elles. Parce que c'est vrai que si on dit « vous vous détruisez avec votre trouble », c'est pas quelque chose qu'elles entendent, ça ne leur parle pas. Moi, j'en ai fait vraiment une expérience par rapport à des consultations. Une patiente est venue à reculons, amenée par sa maman, on a dû la courser sur le parking de l'hôpital, parce que sa maman est venue seule, en pleurs, en me disant « ma fille est sortie de la voiture, elle est dans le parc de Beauhark est assez large ». C'est vrai que ça partait mal comme entretien, on a récupéré. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir essayer d'accrocher cette jeune fille qui souffrait de troubles anorexiques. Et ce qui a pu un petit peu, je pense, l'accrocher, c'est de pouvoir lui évoquer « je sais que ce trouble vous permet d'aller mieux. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez mieux par rapport à un moment où vous alliez moins bien. Mais quand même, ce trouble alimentaire, on ne peut pas considérer que c'est un fonctionnement normal. Mais je conçois que vous allez mieux actuellement et que c'est peut-être pas à ce moment-là que vous aviez besoin du soin. » Et l'entretien, c'est pas finalement si mal passé que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une accroche. Et moi, ça me semble fondamental par rapport à ces théories qui peuvent être très, très lourdes. En tout cas, il y a une application pratique très directe dans la façon dont on aborde ces patientes. Si on sait que ce trouble, ça vient compenser cette fragilité, cette dépendance, ce vide qu'elles ressentent, l'abord qu'on a avec elles est complètement différent. Elles se sentent agressées si on leur dit « vous voyez, votre trouble, vous détruisez ». Alors c'est vrai, au bout du compte, c'est vrai que le comportement, au bout du compte, il va être néfaste pour elles.
mais si on les aborde d'emblée, elles le sentent de façon agressive, voire persécutive. C'est quelque chose qui ne facilite pas l'alliance. Donc, comment comprendre les troubles alimentaires? Effectivement, ce sont des comportements adaptatifs et réactionnels, un petit peu de défense face un petit peu au stress, aux éléments angoissants de l'extérieur. C'est vraiment ça peut-être qu'il faut retenir de mon exposé. Voir les troubles alimentaires de cette manière-là. Ne pas voir uniquement l'amaigrissement en tant que destruction ou les crises, etc. En tout cas, voir le trouble comme un moyen déjà d'aller mieux. Et ça donne une dimension autre, justement, à ce que je disais tout à l'heure, en disant que c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'anorexie, c'est un suicide à petit feu, parce qu'elle cherche, en développant, par exemple, dans l'anorexie, elle développe un trouble alimentaire dans le but d'aller mieux, dans le but de vivre malgré tout. Alors peut-être que c'est une vie qui est, sur le moment, pas épanouissante, mais l'idée, c'est de vivre, et c'est pas de mourir. Voilà, alors c'est vrai que là, je vais un petit peu évoquer l'idée de pourquoi le corps, pourquoi ce type d'expression, pourquoi chez la femme. Et là aussi, je rejoins un peu le propos de M. Lazarty quand il évoquait une dimension culturelle. Le corps est le lieu un petit peu de revalorisation narcissique plutôt féminin. Ça ne veut pas dire quand même, on me dit à ce moment-là, mais les hommes, n'ont pas de troubles. Alors si on reprend la psychopathologie de fragilité narcissique, qui entraîne de la dépendance, c'est une psychopathologie qui est mixte. On peut trouver ce type de fragilité chez le garçon, mais c'est la réponse trouvée à cette fragilité qui va être différente. Autant chez la femme, on va avoir un trouble alimentaire, autant chez le garçon, on va pouvoir peut-être trouver plus de conduite addictive, de prise de toxiques, voire d'hétéro-agressivité, de violence, en tout cas des manifestations qu'on peut culturellement, là encore, juger viriles, plus viriles en tout cas, et avec une dimension plutôt féminine, mais aussi la véhiculer de façon culturelle sur l'apparence, pour le côté féminin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire globalement de ce comportement? C'est vrai que ça vient un petit peu en résumé ce que je viens de dire. Le comportement, il permet de s'opposer et de retrouver une certaine maîtrise. Il y a une fonction, finalement, presque thérapeutique, un auto-traitement, un traitement trouvé par la patiente pour aller mieux. Si on part un peu sur cette idée-là, on a vraiment un abord, je pense, ça change vraiment l'abord qu'on a par rapport à elle. Et puis effectivement, par rapport à ce vide émotionnel dont on écrivait, elles sont très très en difficulté, ces patientes, pour essayer d'exprimer ce qu'elles ressentent. Quand on leur demande ce qu'elles ressentent, c'est vraiment très compliqué. Moi, je me rappelle d'une patiente, c'est très caricatural, mais bon, c'est toujours avec des exemples caricaturaux qu'on peut peut-être expliquer les choses. Une patiente qui avait été hospitalisée, comme ça, qui... voilà, le lendemain, j'arrive auprès d'elle et je lui demande comment allez-vous. Elle me dit je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment ma mère va. Alors effectivement, on avait instauré une période de séparation, puisqu'elle était dans cette dimension très collée. Il fallait qu'elle appelle sa mère près 10 fois par jour pour savoir comment elle allait. C'était toujours sa préoccupation permanente. Il faut que je sache comment ma mère va. Alors que la maman elle était en bonne santé, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter comme ça 10 fois par jour, sur le plan de l'extérieur. Pour elle, ça avait une signification différente, c'est parce qu'il fallait qu'elle prenne le ressenti de sa mère pour pouvoir donner son propre, pour calquer finalement, copier son ressenti. Et le lendemain, cette période de séparation, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas pu la voir, elle m'a dit je ne sais pas vous répondre, je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment ma mère se sent. Il a fallu, bon, bien sûr c'est très caricatural, ils ne disent pas tout ça, mais là c'était vraiment l'illustration de cette difficulté à accéder à leur ressenti.